Donc, Anne Yildiz, DSI du marché d'affaires à EDF Commerce. Là, c'est la partie B2B d'EDF que vous connaissez. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à Moni et à Stéphane, d'abord pour leur énergie, et c'est de quoi je parle, et surtout d'organiser ce genre d'événement. Je trouve ça super intéressant, j'ai appris pas mal de choses, et je ferai souvent écho à aux échanges qu'on a eu notamment avec Rennes, mais aussi à la présentation de Rennes. Rapidement, je vais vous présenter pour le marché d'affaires. Le marché d'affaires, c'est 1,5 million de clients professionnels. Alors, ça commence par les petits professionnels comme les coiffeurs, les restaurateurs, les médecins, en allant jusqu'aux grands comptes et passant par les grandes entreprises et les collectivités. C'est à peu près 4 millions de points. Donc, un point, c'est concrètement, c'est un compteur. Donc, il y a à peu près 4 millions de points concernés. C'est 13 milliards de chiffre d'affaires et c'est à peu près 55% de part de marché en France sur l'énergie. Voilà. Cette fois-ci, la DSI maintenant qui accompagne le marché d'affaires. La DSI, c'est entre 700, alors je peux pas vous donner, désolé, hein, je ne donnerai pas de chiffre précis. Donc, c'est entre 700 et 800 personnes et à peu près 20% de salariés. Donc, vous voyez bien une très, très forte externalisation. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec des prestataires et souvent des petits prestataires jusqu'aux très grands que vous connaissez aussi par ailleurs. Voilà. Pourquoi cette présentation? Donc, c'est une présentation sur la stratégie cloud d'EDF. Ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans la presse, là. Alors, pour certains, il n'y a pas de débat. Ça peut être facile, c'est même une évidence. Ben, pour des grands groupes tels que les nôtres, c'est beaucoup moins évident, en fait, d'aller dans le cloud. D'abord, pourquoi c'est pas évident? Parce que d'abord, on a souvent nos propres infrastructures, nos propres data centers. Et à un moment donné, on a beaucoup investi, donc il faut les rentabiliser. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, la culture n'est pas forcément là. Voilà, donc aller travailler dans le cloud, ça nécessite une certaine culture, de certaines compétences, une certaine organisation qui est pas forcément là. Donc c'est aussi un peu un frein. Et dernier élément, Oren a beaucoup parlé de sécurité. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine ultra sensible où la sécurité, évidemment, est primordiale, et encore plus quand cette énergie est produite par le nucléaire. Voilà, c'est un ensemble de raisons qui poussent à ce que le cloud soit pas forcément une solution évidente. Malgré tout, on a mis en place une stratégie très pro-cloud côté marché d'affaires, et donc c'est un peu l'objet de la présentation et de vous dire ce qui a été fait dans ce cadre-là. Donc là, pour le coup, je veux bien que tu passes au slide suivant. Super. Alors, ben, rapidement, le contexte de l'énergie, et sans rester plus longtemps, donc c'est un marché complexe. Juste pour vous compreniez la complexité, je vais prendre un élément important. En fait, comme l'énergie ne se stocke pas, tout découle de là et tout découle d'une certaine complexité. Il faut pouvoir anticiper un certain nombre de capacités énergétiques. Il faut pouvoir calculer l'énergie qui va être consommée pratiquement en temps réel pour sécuriser et garantir l'équilibre du réseau. Voilà. De ce fait-là, ça devient un élément extrêmement complexe. Voilà. Évidemment, comme beaucoup d'entre vous, et alors beaucoup, vous avez parlé tous de domaines, on voit que les transformations sont phénoménales, hein, elles s'accélèrent, et ben on subit exactement les mêmes transformations. Alors, soit on les subit, soit nous-mêmes on les fait subir, hein, puisqu'on est acteur majeur quand même dans l'énergie, on les fait subir et ce domaine bouge énormément. Alors, parmi les éléments qui bougent énormément, ben, j'ai fait un certain nombre de zooms, ben, des nouvelles attentes clients. On a un petit peu parlé, hein, les clients, par exemple, tout simplement veulent de l'énergie verte, mais les clients veulent aussi pouvoir souscrire pratiquement en temps réel et pour le coup résilient en temps réel, ce qui n'est pas forcément dans la culture dans la culture du domaine, parce que comme vous l'avez compris, on a besoin de prévisibilité. Et puis le domaine, le client veut, et on le verra, c'est le quatrième élément, veut plus de digital, veut une relation directe, veut du temps réel. Deuxième élément important qui permet de comprendre un peu ce qui se passe côté énergie, c'est l'environnement concurrentiel. Alors, juste un chiffre, depuis quelques années, on a une intensification majeure de la concurrence. Une des personnes s'est présentée tout à l'heure en parlant notamment de Total Direct Energy, donc c'est un des concurrents majeurs du domaine, et on a à peu près 40 concurrents, donc ça va de petits acteurs, de petites PME aux structures beaucoup plus importantes, comme il vient d'être cité, et puis d'autres qui sont un peu surprenantes, comme les hypermarchés, vous avez dû entendre parler de l'offre de Leclerc, et d'autres de Cdiscount, etc. Donc, un domaine hyper concurrentiel qui va pas s'arrêter là et qui va continuer.
Et enfin, dernier élément à prendre en compte, sinon on ne comprend pas forcément tout et sur lequel je voulais absolument zoomer, c'est le contexte réglementaire. Il est extrêmement fort. Alors déjà, le contexte réglementaire, il se concrétise comment pour vous? Ben, dans votre facture d'énergie, une grande part va grosso modo aux taxes. Mais au-delà de ça, comme c'est un domaine très spécifique, un domaine ultra sensible, on a pratiquement chaque année des gros investissements liés à la prise en compte des domaines réglementaires. Le dernier en date, c'est la bascule de toutes les offres en tarifs réglementés de vente des entreprises en offre de marché à la fin de l'année. Et peut-être qu'en tant que professionnel, vous avez peut-être été contacté par notamment EDF pour ça. Voilà le contexte. Slide suivant, Moni, merci. Alors, pourquoi le cloud maintenant dans ce contexte-là? Alors, le cloud, parce que, en fait, on était jusqu'à présent, en fait, EDF, oui, ça c'est sûr, pardon, oui. EDF a toujours été un acteur très friand d'IT, hein. On a énormément investi, et quand je dis énormément investi, on a dû avoir les premiers ordinateurs, on a dû avoir les premiers calculateurs, même les plus gros calculateurs, on a fait des travaux sur les réseaux, on a même inventé des réseaux. Alors, on n'a pas forcément bien fait, mais on l'a fait. Voilà. Donc, on a énormément investi sur l'IT et on était pratiquement leader jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Sauf que là, depuis, notamment avec l'émergence du cloud, ben, on a face à nous des acteurs colossaux, qui en termes d'investissement et de capacité, c'est sans commune mesure avec ce qu'on est capable de faire, sans commune mesure. Donc, même si, par exemple, on a une équipe sécurité au top, même si on a des centaines de personnes qui travaillent sur le sujet sécurité, c'est pas comparable avec, par exemple, la sécurité absolument nécessaire, mais qui a, par exemple, et l'investissement qu'il y a chez un Google, on a parlé de Google, mais aussi chez un Amazon, chez un Azure, etc. Donc, à côté de ça, euh, on voit ce nouveau monde comme un monde pratiquement infini. Voilà. Et de temps en temps, je prends une métaphore pour expliquer, et c'est un exemple que vous devez connaître, mais on essaie des fois, nous, de peaufiner le train à vapeur, alors qu'il n'y a même pas le train électrique qui sort, c'est l'Hyperloop qui est en train de sortir, et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de bénéficier de tout ce potentiel de nouveau monde. Slide suivant. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à aller dans ce nouveau monde? Donc, j'ai entendu Euren qui disait que, si je résume ce que j'ai compris, il n'y a pas que la techno. Et je suis complètement d'accord. C'est pas qu'une problématique de techno. Et si on fait ça, le premier coup, on est gagnant, mais le coup d'après, on a perdu et limite, on a même beaucoup perdu. Nous, on a besoin du cloud et des potentialités du cloud parce que ça va permettre à nos équipes IT notamment, mais pas que, ça va permettre à nos métiers, mais pas que, globalement à notre entreprise de prendre des risques beaucoup plus maîtrisés. Il faut savoir que chez nous, quand on a une idée, même une idée pas trop ambitieuse, l'investissement est ambitieux. Il faut approvisionner des serveurs, ça prend du temps. Il faut avoir les droits sur le réseau. Il faut commander des prestations qui mettent du temps. Il faut mettre en concurrence pour ça, etc. C'est extrêmement complexe. Ça pousse pas forcément à générer de l'innovation, à générer de la créativité. Voilà, et quand on le fait, limite, on a usé la personne qui avait une bonne idée parce que le temps de la mettre en place, c'est ultra complexe. On n'a pas ça dans le cloud et on l'a testé. On est capable d'avoir une idée et limite de la mettre en œuvre le lendemain. Et puis si ça marche pas, tant pis, on n'aura pas usé forcément grand-chose. Et associé à ça, ben, on voit le deuxième élément, c'est que, y compris la prise de risque, mais pas que, on a quand même des coûts à date, en tout cas, ultra maîtrisés. Alors, et je passe sur la variabilité des coûts, qui est un élément extrêmement important pour le métier. Le métier ne comprend pas que quand on a acheté un serveur pour traiter 100% de part de marché, à partir du moment où on n'a plus que 55%, pourquoi on paye 100%? Voilà, on a du mal à lui expliquer que bah, les serveurs, notamment de l'entité mutualisée de l'IT, bah, elles découpent pas comme ça les serveurs, même s'ils sont virtualisés, ils ont été achetés pour un besoin. Ils tournent même 24 heures sur 24, même si on n'a pas besoin 24 heures sur 24. Voilà, c'est une notion maintenant qui est entrée dans les mœurs du métier et qui est attendue du métier vis-à-vis de l'IT. Voilà. Et après, dernier élément, c'est l'accélération in fine de services pour nos nouveaux clients et on le voit bien et on l'a testé. Voilà, grosso modo, s'il fallait résumer, les espoirs qu'on a à aller dans le cloud.
Ça est suivant? Voilà. Donc notre stratégie, en fait, ça fait un peu plus d'un an qu'on y travaille. Qu'on y travaille. Elle consiste en quoi? En fait, elle consiste déjà, à pas dépendre d'un provider cloud public dédié. Donc, elle est forcément multi-cloud. Notre stratégie, elle consiste aussi à utiliser des solutions en SaaS. Alors, tout à l'heure, quelqu'un fait référence à Salesforce. On a par exemple du Salesforce. Oui, c'est pas si simple que ça. Oui, sur Salesforce, il y a beaucoup de promesses faites au métier. Il y a le métier qui met la pression. Et une fois acheté, ben, c'est la galère pour l'IT. C'est vrai, on pourra en parler éventuellement. Mais ça nous permet aussi peut-être de repenser aussi l'utilisation du data center qui a une vraie pertinence. Et en fait, le cloud permet de rendre encore plus pertinent le data center parce que on commence à avoir une vraie réflexion à quoi ça doit servir, à qui ça doit servir, pour quel type de service, pour quel type de besoin, quel investissement on est OK pour le faire, etc., etc. Donc, en fait, le cloud a peut-être même mis en exergue nos data centers. Voilà. Donc, une approche multi-cloud, avec une bascule en deux temps. Un premier temps qu'on a appelé basiquement Cloud First, c'est-à-dire tous les nouveaux projets, on les regarde à l'aune du cloud. Est-ce qu'ils sont faisables ou pas dans le cloud? Est-ce que ça rapporte ou pas? Avantages, inconvénients. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on aimerait, avec l'expérience qu'on a acquis autour de Cloud First, plutôt faire du Go to Cloud ou aussi, on peut aussi appeler ça du Move to Cloud, c'est-à-dire prendre des solutions existantes et cette fois-ci les basculer. Voilà. On est en cours d'analyse de cette deuxième étape et de ce deuxième pas. Voilà, Moni. Slide suivant. Alors, où on en est depuis un an? Slide suivant. Donc, alors, je reviens sur ce qui a été dit. La sécurité prime avant tout. On a mis en place donc un socle technique avec AWS. Dit autrement, on a un espace entre guillemets privatif EDF ultra sécurisé où on a bossé alors ce qu'on appelle le socle technique AWS chez nous. On a bossé pratiquement 6 mois dessus pour justement nous permettre et permettre à ceux qui le souhaitent d'aller entre guillemets sereinement dans le cloud. Et on est en train de construire la même chose, l'équivalent cette fois-ci avec Azure. Pour l'instant, on n'a pas d'ambition avec Google. Voilà. On n'a pas souhaité faire de POC. Donc personnellement, je suis opposé au POC. On a fait plutôt ce qu'on appelle un MVP. Et dès le départ, on est parti avec l'ambition d'avoir une solution industrielle dans le cloud. Et donc, pour ceux qui seraient clients d'EDF, on a ce qu'on appelle le bilan annuel. Ça permet à chacun d'entre vous d'avoir sa consommation sous forme graphique. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était sous format PDF. On l'a fait dans le cloud sur les services Amazon. Et c'est en forme dynamique, super sympa. Enfin, quand on est allé présenter ça et à nos clients qu'on avait choisis en échantillonnage et à nos métiers, c'est clairement l'effet waouh, sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Voilà. Et donc ça, pour l'instant, il y a 1 million de clients qui en profitent et c'est extraordinaire. Ça ne coûte pas grand-chose. On l'a fait en 3-4 mois. C'est connecté aux espaces clients de nos clients et ça marche du feu de Dieu. Voilà. Et donc, autre élément important cette fois-ci, une fois qu'on a parlé des résultats, notamment pour nos clients, ça nous a permis de mettre en place une équipe experte du sujet. Et concrètement, c'est quoi? C'est on les a formés, on les a d'abord fait accompagner, on leur a demandé de se certifier, on a mis en place tout un système de formation interne et ça a donné une motivation qu'on avait perdue pour un certain nombre d'experts qui est incroyable. Ça a permis de mettre en place des organisations dits produits avec le métier qui a marché vraiment pareil, très, très bien. Voilà, j'essaie de faire vite parce que je vois le temps qui passe. Slide suivant. Voilà. Donc, euh, comme je vous le disais, le cloud, c'est pas que de la technique, parce que si on s'arrête là, on perd. En fait, le cloud, ça nous a permis de repenser radicalement, notamment nos modes d'organisation. Voilà. Très clairement, on commence maintenant à mettre en place des organisations de produits, des petites équipes très transverses, qui sont complètement autonomes, à qui on donne un objectif et un budget, et ils se débrouillent. Et vraiment, ça marche super. Alors, deuxième élément aussi que j'ai apprécié dans l'échange précédent, là, il y a l'idée quand même d'avoir ce qu'on appelle, enfin, c'est de passer du fameux DAT, le fameux dossier d'architecture, euh, qu'on avait du mal à mettre à jour, et une fois mis à jour, on avait l'impression que c'était une sorte de Bible qu'il ne fallait pas trop toucher. On va vers ce qu'on appelle une architecture dynamique. Voilà. Aller dans le cloud, avoir des serveurs qu'on peut éteindre, supprimer, rallumer,
utiliser des services partiellement, ponctuellement, etc. C'est une autre manière de penser. On n'y est pas encore, mais on est en train de réfléchir à une notion qui s'appellerait architecture dynamique, c'est-à-dire ne plus avoir une sorte de cartographie figée, rigide de notre architecture, mais bien au contraire dynamique et en fonction des besoins. Et troisième élément, c'est une orientation beaucoup plus service. Voilà, un exemple très clair, c'est la BI. Faire du reporting pour le reporting, bon, ça ne sert pas à grand-chose parce que l'objet du reporting, c'est l'action. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des gens nous demandent des reportings sans agir. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que si l'objectif, c'est d'agir, dans ces cas-là, on vous rajoute une couche d'IA qui vous accompagne et qui vous aide à générer l'action. Et donc, on passe de je veux du reporting à je veux agir avec de la valeur. Et donc, ça nous permet de rajouter des services par-dessus et d'aller plus dans la finalité que dans le besoin initial qui était juste un produit et qui était mal exprimé. Voilà. Et j'arrive pratiquement au dernier slide. Moni, je veux bien. Voilà, les perspectives. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous en douter, hein, donc les perspectives, c'est on va continuer l'acculturation de nos équipes. Il faut savoir que, alors pas que à la DSI du marché des affaires, mais aussi à la DSI des particuliers, on a formé pratiquement 400 salariés pendant plus d'une journée au cloud. Ensuite, on est en train de lancer une consultation pour justement éventuellement intégrer d'autres clouders publics l'année prochaine. Donc, c'est en cours. On va continuer le développement sur Amazon et sur Azure, et notamment sur Azure, très clairement, on fait plus de la BI et sur Amazon plutôt les services digitaux. On est en train de travailler sur le move to cloud, notre capacité à basculer des solutions historiques dans le cloud. Alors, juste, première étude, extrêmement cher. Donc, aller dans le cloud, c'est pas cher. Par contre, faire tous les travaux qui permettent d'aller dans le cloud, ça coûte un bras, en fait. Et donc, c'est pas forcément la solution. Et enfin, alors tout à l'heure aussi, on en a parlé, mais une fois qu'on est dans le cloud, on tombe sur des problématiques assez classiques de run, de FinOps, etc., donc sur laquelle on est aussi. Voilà. Et dernier slide. Voilà. Donc notre ambition, elle est extrêmement claire. Quand on travaille en mode classique, comme on le fait actuellement, une grande partie de nos investissements, de notre temps, de notre énergie, de notre expertise, se voit pas trop par ni les métiers ni les clients. Voilà, quand vous achetez des serveurs, quand vous les installez, quand vous tirez des flux, quand vous commencez vos développements, quand vous commencez à approvisionner des environnements de test, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ou le temps que le premier service visible sorte, il se passe énormément de temps. L'idée, c'est d'arrêter de perdre tout ce temps-là et au contraire passer du temps sur ce qui a vraiment de la valeur. Voilà. Donc on dit qu'on veut inverser l'iceberg pour nos clients. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible.